bonsoir et bienvenue dans ce webinaire organisé par DxO Labs et dans lequel je vais vous présenter la version 3 de Photolabs et pardon, la version 3 de Photolab et bien entendu les nouveautés de cette nouvelle version donc qui est sortie, je le rappelle, il y a quelques jours, le 23 octobre, très exactement. Donc on va faire un petit tour d'horizon, d'abord, du programme et puis on verra, plus en détail, ces, fameuses, nouveautés. Donc, bienvenue, à tout le monde. On est, plus de 250 personnes maintenant, donc merci de votre participation. Donc je rappelle pour, ceux qui viennent d'arriver que la session est enregistrée, bien évidemment et vous pourrez, poser vos questions en fin de présentation, poser vos questions par écrit, auxquelles je tâcherai, de répondre, le plus possible, bien évidemment. Donc nous voici, face, à, DxO Photolab 3, tout d'abord, j'en profite pour me présenter. Donc je m'appelle, Gilles Théophile, je suis, rédacteur, traducteur, formateur indépendant et également, photographe, à mes heures, donc je suis rédacteur de bouquins, sur les logiciels photo. Je participe également, au magazine, Le Monde de la photo. Je fais également des vidéos pour LinkedIn Learning, par exemple et par rapport à DxO Labs eh bien sachez, simplement, que je suis, également le rédacteur du guide utilisateur, du programme et des produits DxO depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis 7 ou 8 ans je crois, donc à l'époque, d'Optix Pro. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais vous présenter DxO Photolab 3. Alors, j'aimerais bien faire d'abord un tour d'horizon du programme pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, je sais que parmi vous, il y a des gens qui utilisent déjà les versions précédentes, hein, mais j'aimerais également pouvoir montrer un petit peu à ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent très peu le logiciel euh, ce qu'il a à proposer et également ses avantages d'un point de vue technique. Alors DxO Photolab, c'est un logiciel donc qui a été, créé, développé, par, DxO Labs, qui est une entreprise française pour ceux qui ne le savent pas. Une entreprise française qui est basée à Boulogne-Billancourt, tout près de Paris et dont la spécialité à l'origine était, la, correction optique, logicielle et à partir de là, petit à petit, ils ont construit, un logiciel de traitement photo que vous connaissez, quasiment tous, très bien, qui s'appelait, DxO Optics Pro et qui est devenu, DxO, Photolab, tout simplement avec l'ajout des régla pardon, avec l'ajout des outils de, réglage, locaux, c'est-à-dire tout simplement, les outils de retouche locale, donc pinceau, filtre gradué et également, les fameux, points de contrôle, issus, de technologies développées par, Nik Software. Hein, vous savez également, que DxO est désormais le propriétaire de la collection de la suite, Nik, qui comprend, de nombreux logiciels qui, fonctionnent comme éditeur externe, heu, pour d'autres programmes comme Photoshop ou Lightroom, mais ça fonctionne également pour DxO Photolab, hein, puisque vous pouvez voir ici en bas à droite le bouton qui permet, d'accéder directement aux différents, logiciels de la suite, Nik Collection, mais c'est pas le sujet de ce soir. On va vraiment se concentrer sur Photolab. Alors DxO Photolab 3 sorti le 23, octobre, heu, est composé essentiellement, de, 2 onglets. Un onglet Photothèque qui va vous permettre, de, gérer, vos images et un onglet, personnalisé qui lui, permet, la correction et le traitement, de, vos photos. Alors je vais revenir dans la partie photothèque. La partie photothèque vous permet tout simplement d'accéder à tous les disques qui sont reliés ou connectés à votre ordinateur. Alors il n'y a pas d'importation, hein, c'est un explorateur de fichiers. Ici, ce que vous avez en fait, ce qu'on appelle l'explorateur de source, permet d'aller directement piocher vos images dans vos dossiers de photos et vous pouvez organiser votre flux de travail également à l'aide de projets, comme vous pouvez voir ici. Les projets, c'est tout simplement, des, dossiers ou des albums virtuels en quelque sorte dans, lesquels vous allez collecter des images. Alors l'avantage, du système de projet, c'est qu'une photo peut faire partie
de plusieurs projets différents sans être dupliqués, sans être multipliés, physiquement, donc ce qui, apporte quand même beaucoup de souplesse à votre, flux de travail, photo. Ensuite, est-ce que, tout le monde, m'entend bien du point de vue son et image? D'accord, donc pour certains, c'est impeccable, pour d'autres, il y a des coupures, hein, donc ça, c'est malheureusement, les côtés aléatoires, des réseaux, donc je vous rappelle que la session est enregistrée si jamais, vous n'arrivez pas à suivre de façon satisfaisante, cette, session. Donc je reviens à DxO, Photolab 3, donc avec ces projets qui vous permettent donc, de gérer, vos, images. Et vous avez également un champ de recherche ici qui va vous permettre de, rechercher, des photos, selon certains critères, dont les mots-clés, qui est une nouveauté. Donc on va voir ça, tout à l'heure, hein, la possibilité de saisir, de gérer, les, mots-clés et l'onglet, personnalisé, quant à lui, donc pour le traitement des photos qui propose une palette extrêmement, complète, d'outils donc, vous pouvez voir ici à droite, entre la palette histogramme, la palette outils essentiels qui regroupe, les, outils de base, donc ceux qu'on utilise en priorité, pour, traiter, les images et bien sûr après, tout ce qui concerne le traitement de la lumière, de la tonalité, contraste, luminosité, la couleur avec le nouvel outil, teinte saturation luminance avec la DxO Color Wheel que vous pouvez apercevoir ici. La, palette détail qui concerne, la réduction du bruit et tout ce qui est netteté également, la géométrie notamment, pour recadrer et également, pour redresser, l'horizon ainsi que, l'accès, au, logiciel DxO Viewpoint qui est un logiciel spécialisé, dans la correction de perspective notamment, et d'Exofinpack, qui est un logiciel créatif qui propose notamment d'excellentes simulations de films argentiques. Et lorsque ces deux logiciels sont installés sur votre ordinateur, vous pouvez les utiliser indépendamment de DxO Photolab, mais ils sont également intégrés dans le flux de travail, y compris en RAW, avec tous leurs outils que vous pouvez retrouver ici. Donc voilà pour une présentation générale de DxO Photolab. Alors le principe de fonctionnement est très simple. DxO fonctionne, beaucoup sur la qualité, des automatismes dans le sens où, lorsque vous ouvrez un fichier RAW, dans le logiciel, le programme va appliquer un certain nombre de corrections automatiquement. D'une part, il va corriger la tonalité, il va corriger automatiquement, le bruit, il va également, protéger, les couleurs, sursaturées de l'écrêtage et il va également appliquer, ce qu'on appelle un module optique DxO. Le module optique DxO, eh bien, c'est tout simplement un module qui permet de corriger, les, défauts optiques de l'appareil et de l'objectif, hein. Donc ça fonctionne, toujours sur le couple boîtier et objectif. Donc DxO, possède un labo dans lequel, il fait, des mesures et des analyses de couple boîtier-objectif pour produire ces modules et il en existe maintenant, plusieurs, dizaines de milliers disponibles. Ils sont détectés automatiquement lorsque vous ouvrez les images la première fois dans Photolab et Photolab vous propose de télécharger ces modules et de les installer. Il n'y a pas à redémarrer, la mise en place est immédiate. Alors lorsque on parle de correction optique, la différence avant et après correction optique logicielle est parfois assez impressionnante. Vous voyez, si je vais tout en haut et je clique sur comparer, donc là on voit que le bord de l'image s'assombrit. Donc et on a un petit peu de correction de distorsion. Alors ça dépend des photos, bien évidemment. Regardez si je vais sur celle-ci qui est un petit peu plus spectaculaire. Vous voyez l'image d'origine avec son vignettage. Donc c'est une photo faite avec un drone. Et dès que je relâche le bouton, on peut voir les effets de la correction optique. Et on a également une optimisation du piqué de l'objectif qui va pouvoir sublimer en quelque sorte les détails de votre image, sachant que même si vous utilisez des optiques très haut de gamme, eh bien ces optiques bénéficieront également de cette optimisation de la netteté.
Alors, donc on a fait un petit peu le tour de DxO, Photolab et maintenant on va, s'attaquer un petit peu plus en détail aux, nouveautés, de la version, 3. Alors DxO, Photolab 3, permet désormais, de, gérer, les, mots-clés. Alors pourquoi utiliser des mots-clés? Tout simplement, parce que, les mots-clés, déjà d'une part vont vous servir à documenter, vos photos, ce qui est quand même, très important et vont également, bien évidemment, vous permettre de retrouver, les photos, dans, votre, photothèque. Donc prenez l'habitude, de saisir, des mots-clés, vous n'êtes pas obligé de mettre 30 ou 40 mots-clés par, photo, bien entendu, un certain nombre suffit, en général pour pouvoir, s'y retrouver sur des thèmes généraux comme par exemple ici, bateau, la Gironde et cetera. Donc, documentez vos photos, comme ça vous pourrez, vous y retrouver et les retrouver, plus, facilement. Alors la gestion des mots-clés, elle est, pour l'instant, divisée en, en 2 sections en fait. Lorsqu'on va, dans, la, photothèque, on a ce champ de recherche dont, j'ai parlé, un petit peu, au début de la présentation et cette photothèque, donc il y a un champ de saisie dans lequel vous allez pouvoir, taper un certain nombre d'informations, de critères, dont, des mots-clés pour rechercher, des photos et si je clique ici, par exemple et je tape, ces, premières lettres, alors on voit que, heu, DxO Photolab, propose l'autocomplétion, c'est-à-dire qu'il va proposer, des critères, dont des mots-clés que vous voyez ici, en se basant, sur, les premières, lettres qui ont été, saisies, dans ce champ. Donc ici, on voit, des photos qu'il y a 4 photos de la solitaire du Figaro. Vous voyez, si je clique dessus pour, sélectionner, ce critère, on voit les photos qui sont, affichées, en bas et je retourne dans les sources d'origine. Alors attendez, je vais retourner dans sélection d'images, je recommence. Voilà, j'ai une petite erreur de manip. Voilà, solitaire du Figaro, comme ceci. Donc vous voyez, ces images contiennent donc le mot-clé solitaire du Figaro et vous pouvez vérifier dans l'onglet photothèque la présence de mots-clés tout simplement en passant la souris, le pointeur de la souris sur une vignette, ce qui va avoir pour effet d'afficher une fenêtre d'information que vous voyez ici. Cette fenêtre d'information contient un certain nombre de données, notamment le nom de votre fichier, son chemin, donc sa position, le lieu de stockage sur votre ordinateur, le type de fichier, donc ici un format RAW, les informations EXIF, c'est-à-dire toutes les données qui sont enregistrées par le matériel de prise de vue dans les métadonnées de l'image, donc le boîtier, les dimensions de l'image, la date de prise de vue, etc. etc. Et tout en bas de la fenêtre, hein, vous voyez une section mots-clés qui affiche tous les mots-clés présents dans cette image survolée avec le pointeur de la souris. Alors, les mots-clés peuvent avoir plusieurs origines. D'une part, soit des mots-clés qu'on saisit directement dans Photolab, ce qui est une nouveauté de cette version 3 également, mais également en provenance d'autres logiciels. Alors, je sais que parmi vous, il y a des utilisateurs de Lightroom, notamment un catalogueur d'images qui fonctionne parfaitement avec DxO Photolab. Et si, vous, saisissez des mots-clés, dans ce programme ou tout programme, qui respecte les normes en vigueur, c'est-à-dire le format XMP et le protocole IPTC, donc qui est un protocole de métadonnées, qui existe depuis, la fin, des années, 70. Donc dès lors que ces protocoles sont respectés, donc vous avez des mots-clés qui sont universels et lisibles par, tous les logiciels photo, dignes de ce nom. Et donc bien évidemment, Photolab va pouvoir lire et afficher, les mots-clés, qui, sont inclus dans les images provenant de vos autres programmes photo. Maintenant pour la saisie, des, mots-clés, comment ça se passe? Alors je vais basculer, dans l'onglet personnalisé et la saisie, des mots-clés, se fait, dans la palette métadonnées qui se trouve ici, à gauche. Donc je vais simplement, sélectionner, une photo comme ceci. On peut voir dans cette palette métadonnées, on retrouve les informations, EXIF, sous forme de tableau, notamment. On trouve également les champs, auteur et copyright que vous connaissez, déjà
et la section mots-clés avec ici la liste des mots-clés qu'on a vus auparavant présentés sous forme de badge. Vous voyez, et à côté de chaque mot-clé, il y a une petite flèche ou un chevron qui vous permet de modifier le mot-clé. Par exemple, si vous faites une faute de saisie, eh bien, DxO Photolab vous permet de modifier n'importe quel mot-clé. Voilà, donc vous voyez, j'ai renommé ce mot-clé et bien évidemment, j'ai la possibilité de supprimer directement ce mot-clé comme ceci et on peut également les supprimer ou les appliquer par lot. Alors, pour la saisie, l'ajout de mots-clés, justement, alors ce que je vais faire ici pour cette photo, je vais supprimer un certain nombre de mots-clés. Comme ça, je vais prendre un exemple très simple. Je veux rajouter, par exemple, voile et voilier. Donc, je clique sur le champ de saisie ici pour l'activer. Donc, le champ de saisie, ajouter des mots-clés et je commence à taper voile. Alors si ces mots-clés sont déjà connus par la base de données de DxO Photolab, pas de problème, vous allez avoir ce qu'on appelle une autocomplétion, c'est-à-dire une suggestion de mots-clés déjà existants. Et là, avec les flèches du clavier, par exemple, vous pouvez passer de l'un à l'autre et valider avec la touche entrée une première fois comme ceci et une deuxième fois et vous voyez que voilier a été ajouté à la liste des mots-clés ici. Et évidemment, ça marche si je sélectionne plusieurs photos. Par exemple, j'ai sélectionné ces deux photos ici et on peut également ajouter des mots-clés parents et enfants. Alors, le principe est très simple. On va, par exemple, prendre bateau comme mot-clé parent avec le signe plus grand que et on va ajouter voilier, comme ceci. Vous voyez? Donc là, je valide avec entrée. Alors, dans ma liste de mots-clés, je ne vais voir que le mot-clé enfant. Mais si je place le pointeur de la souris sur le deuxième mot-clé voilier, ici, on a une petite infobulle qui va s'afficher. Voilà, et là, vous voyez que voilier est un enfant du mot-clé bateau. Donc, les mots-clés hiérarchiques sont également possibles. Et ça a été appliqué aux deux photos. Et si je sélectionne juste, alors, on va y arriver. Si je sélectionne juste celle-ci, donc on a ces mots-clés à cet endroit. Et je crois que l'autre photo, c'était celle-ci. Non, c'était pas celle-ci. Alors, je reviens en arrière, sélectionner ma source. Alors tout dépend, hein, comme je fais ici, également de la source, dossier, projet, etc. pour filtrer les photos en fonction de leurs mots-clés. Oui, c'était également cette image ici, il me semble, voilà. Donc si je mets le pointeur de la souris sur voilier, vous voyez, donc là j'ai bien récupéré voilier et le mot-clé parent bateau. Si jamais vous créez une copie virtuelle à partir d'une image qui contient des mots-clés, les mots-clés sont bien évidemment intégralement récupérés. Vous voyez, je vais créer une copie virtuelle à partir de cette photo. Donc clic droit sur la vignette, créer une copie virtuelle. Donc voilà ma copie virtuelle. Petite nouveauté ici, désormais, les copies virtuelles sont numérotées d'une façon différente. L'original porte un pictogramme M, M pour master, donc l'image de référence, et la première copie virtuelle est désormais le numéro 1, alors qu'auparavant, le master était le numéro 1 et les copies virtuelles étaient numérotées 2, 3, 4, 5, etc. Donc, voilà, notez cette petite différence ici au niveau de la numérotation des copies virtuelles. Et si je place le pointeur de la souris sur ma copie virtuelle, on peut voir que les mots-clés ont été également intégralement récupérés.
Voilà. Donc, pour les mots-clés, alors pour l'instant, c'est une première approche, hein, évidemment. Donc, ça va continuer à évoluer, dans l'avenir parce qu'il y a des besoins, au niveau, gestion image, hein. Sachez que les gens de DxO en sont, parfaitement, conscients. Donc, étape par étape, vous allez avoir de plus en plus, de fonctionnalités pour, gérer vos images. Alors il y a 1 an, on avait, la mise en place d'un système d'indexation et de recherche de fichiers et de dossiers. Maintenant, on a, l'ajout, des mots-clés et bien évidemment, ça va, continuer. Donc voilà pour, les, mots-clés et maintenant on va passer à quelque chose de tout à fait, différent. On va parler un petit peu de traitement d'image et notamment des améliorations qui ont été apportées au niveau, de, l'outil, réparation. Alors, évidemment, pour retrouver les images en exemple, je vais me servir, devinez de quoi? De mots-clés pour retrouver, les photos, que j'ai sélectionnées pour, la suite de cette présentation. Donc vous voyez, je tape «Répara» et je sélectionne «Réparation», 3 images. Voilà donc mes 3 photos et je bascule dans, l'onglet, «Personnaliser». Alors, est-ce que, tout le monde, continue, à me suivre du point de vue, vidéo et son? Parfait. Merci beaucoup pour vos retours. Alors, on continue donc avec l'outil, réparation. Je vais, sélectionner cette première image ici et vous pouvez voir que cette photo, présente un certain nombre de petits, problèmes, hein. Vous pouvez voir, des taches, de capteurs ici, dans l'eau également et on a peut-être des, petits, détails, qu'on aimerait, supprimer, carrément. Alors, pour ça, on va utiliser l'outil réparation et l'outil réparation, a été, très amélioré. Comme vous allez le voir, vous donne beaucoup plus de souplesse de, travail et surtout ça vous évitera, d'aller faire, des allers-retours intempestifs dans un logiciel de retouche pour retirer, par exemple, des éléments indésirables. Alors on va voir comment, ça, fonctionne. Donc pour activer l'outil réparation, c'est toujours le même bouton qui se trouve, tout en haut dans la barre d'outils supérieure de, l'onglet, personnaliser, donc le petit pansement comme ceci. Donc là, on active, l'outil, on est dedans. On peut voir en bas à gauche une petite fenêtre, flottante, enfin flottante mais qui est fixe néanmoins, elle reste collée en bas à gauche avec un certain nombre, de, commandes et la barre d'outils de l'outil réparation, donc qui, inclut la possibilité d'afficher, les masques de correction comme on va le voir un petit peu après, la possibilité de réinitialiser, les corrections faites avec cet outil ou alors une fois que les, corrections, sont validées, par le photographe ou l'utilisateur du logiciel, évidemment, on a un bouton fermé qui permet de quitter, l'outil. Alors si on retourne à la fenêtre ici à gauche, on a 2 modes. On a un mode, réparer et un mode dupliquer. Alors le mode réparer, lui, tout simplement lorsque, vous, nettoyez, des, poussières, va chercher une zone, propre dans l'image pour patcher en quelque sorte, pour poser une rustine à l'endroit où se trouve la poussière. Et bien évidemment, pour arriver à faire ce travail, il faut tenir compte des caractéristiques de luminosité, de contraste et de couleur de la partie, qu'on va réparer et surtout que la réparation se fonde bien dans l'arrière-plan pour pas, qu'on voit des rustines un petit peu partout, dans, l'image. Le mode dupliquer, lui, va tout simplement, cloner, un autre endroit de l'image. Il va le cloner, tel quel, sans chercher à tenir compte, des petites variations qu'il peut y avoir entre la zone à traiter et la zone de prélèvement. Donc ça peut être utile dans certaines circonstances, notamment quand on veut, supprimer un détail et retrouver, les structures qui se trouvent de chaque côté sans avoir d'effet, d'image, fantôme. Alors ça, c'est le mode, dupliquer, donc c'est un clonage pur et dur, tandis que réparer, c'est un clonage qui est, plus intelligent. En dessous, on a un certain nombre de curseurs, donc on a le curseur taille qui permet d'ajuster la taille, du pinceau, donc le disque, bleu que vous pouvez voir, à, l'écran et pour l'ajuster, ben, soit vous utilisez, le curseur qui se trouve ici, sinon une autre astuce consiste
à combiner la touche commande sur Mac et la touche ou la touche contrôle pardon sur PC et à utiliser la molette de la souris pour agrandir ou réduire la taille, c'est-à-dire le diamètre du pinceau. Juste en dessous, on a ce qu'on appelle le contour progressif. C'est tout simplement la progressivité des bords du pinceau. Regardez, je vais l'agrandir comme ceci. Là, on a un contour progressif qui est à 100%, donc on voit que les bords sont bien diffus, donc ça permet de bien fusionner les réparations dans l'image. Et si évidemment vous avez besoin, pour une raison ou pour une autre, d'avoir des bords francs, bien évidemment, vous pouvez réduire le contour progressif en allant vers la gauche comme ceci. Vous voyez ici, je suis un petit peu en dessous de 50%, donc le bord est beaucoup moins diffus qu'auparavant. Et si je me mets au minimum à 0, vous voyez donc ce qu'on obtient comme pinceau. Et enfin, l'opacité va tout simplement permettre de jouer sur la transparence de la réparation. Alors dans quel cas on pourrait utiliser ça? Et ça, je vous le montrerai dans le webinaire du 14 novembre, je crois, sur les portraits. En fait, si vous voulez, par exemple, enlever un petit détail sur un visage, par exemple un grain de beauté, le problème du grain de beauté, c'est qu'il fait partie de la personne et si, vous l'enlevez, complètement, en fait, vous changez complètement la personne, en fait. C'est-à-dire que vous retirez un détail qui la caractérise. Alors si, vraiment vous voulez corriger ce genre, de petites imperfections, de peau, eh bien plutôt que de l'enlever, complètement, vous réduisez, l'opacité. Donc la réparation sera faite, mais le petit détail sera toujours visible dans la photo, mais il sera beaucoup moins présent. Donc voilà à quoi ça peut servir. Alors quelle est l'efficacité de cet outil réparation? Eh bien, elle est très bonne, comme on le verra un petit peu plus tard avec d'autres détails, mais je vais commencer par les réparations classiques, c'est-à-dire la poussière. Vous voyez, j'ajuste le diamètre du pinceau, je le place sur une tâche. Voilà, je clique. Voilà, donc je passe au suivant, hein. Je ne suis pas obligé de poser des réparations circulaires, hein. Je peux très bien tracer dans l'image, vous voyez, comme ceci. Voilà, et donc tout est corrigé. Alors l'idéal, c'est de travailler à 100% quand même, hein, mais on va y aller. Et vous voyez donc toutes ces tâches ont commencé à être nettoyées. Et ici en bas, je coche voir les masques. Voici les réparations en question, hein. Alors on va voir justement l'une des nouveautés également, c'est la possibilité de déplacer manuellement les, euh, les sources de prélèvement, puisque jusqu'à présent, le mode était entièrement automatique, mais maintenant vous pouvez affiner une correction manuellement. Alors on va voir comment. Alors je vais zoomer d'abord dans la photo. Voilà, je vais zoomer à 100%, donc avec la touche commande +1 ou alors contrôle +1 sur PC. Ensuite, j'appuie sur la barre espace pour obtenir l'outil main pour me déplacer dans l'image, ou alors je peux me servir de la palette déplacer zoomer ici, et je vais me mettre à cet endroit. Donc, vous voyez, cette embarcation, elle me gêne, hein, j'aimerais bien la retirer. Eh bien, je peux également enlever ce genre de détail. Alors, comment va-t-il faire la réparation? Eh bien, la seule solution, c'est d'essayer, d'être curieux. Quand vous utilisez un logiciel photo, c'est la condition numéro un pour apprendre, pour engranger des connaissances, c'est d'accumuler de l'expérience et d'essayer. Vos images ne risquent rien, alors n'hésitez pas, faites des essais. Et si vous avez trop peur, n'oubliez pas que vous pouvez créer des copies virtuelles de vos images pour faire tous les essais que vous voudrez. Donc voilà, je me place sur cette vedette ici, et regardez, je peins dessus tout simplement, voilà. Je regarde donc la taille, contour progressif, opacité, je suis bien en mode réparé. Voilà, je couvre bien le bateau, je relâche le bouton de la souris et regardez, hop, voilà la réparation qui a été faite. Le bateau a été, la vedette a été remplacée. Alors ici en rouge, vous voyez la zone de prélèvement qui a servi à patcher donc la vedette. En fait, elle est toujours en dessous, la vedette, mais elle est simplement masquée par un patch d'image qui a été parfaitement bien intégré et fusionné dans l'image. Et si vous estimez que la réparation n'est quand même pas parfaite, eh bien vous pouvez déplacer. Vous voyez ici, je prends
la petite pastille du masque rouge, donc qui correspond à la source de prélèvement, et je me déplace. Alors je vais exagérer, je vais chercher une autre partie du fond de l'image pour bien montrer comment ça fonctionne. Donc je me place sur cette partie du bateau et vous voyez cette partie du bateau là qui est tout au fond remplace celle-ci tout simplement. Donc si vous estimez que c'est meilleur, que la réparation est plus réaliste, vous avez la possibilité de faire ça. Alors, il reste également les petites traces d'écume qui peuvent faire deviner qu'il y avait quelque chose à cet endroit. Ben, écoutez, pas de problème. J'ajuste le diamètre de mon pinceau et regardez une particularité de DxO Photolab 3 à ce propos et que n'a pas un autre fameux logiciel de traitement d'image que je ne nommerai pas ici. Regardez ici, moi je peux peindre et superposer des masques existants, ce qui n'est pas possible ailleurs. Vous voyez, donc il va aller chercher sa réparation ici et là, la même chose, comme ceci. Voilà, on va juste supprimer l'affichage des masques. Alors, il y a quelques petites zones comme ça à retoucher. Alors, c'est vite fait, je ne vais pas le faire ici parce qu'on n'a pas le temps, hein, mais vous avez suffisamment de souplesse pour parfaire, pour fignoler la réparation. Sinon, ce que j'aurais pu faire, tout simplement, alors je vais supprimer ce masque et ce masque, hein, en fait, je sélectionne tout simplement en cliquant sur la pastille et j'appuie sur la touche retour du clavier. Donc, vous voyez, j'ai l'écume qui est revenue et au lieu de poser 2 masques de réparation, eh ben, je vais tout simplement, regarder, carrément traverser l'autre masque qui a servi à masquer justement la vedette qui était là. Et vous voyez, je peux peindre à l'intérieur d'un autre masque sans aucun problème, ce qui n'est donc pas possible avec un certain autre logiciel. Dernier exemple pour l'outil réparation. Je vais me déplacer complètement à gauche de l'image et supposons pour une raison ou pour une autre, j'ai envie d'enlever ce lampadaire, eh ben, il y a aucun problème, hein. Alors attendez, je vais simplement me repositionner avec l'outil main comme ceci. J'agrandis un petit peu mon pinceau, voilà, et je peins généreusement sur mon lampadaire. Voilà, je trace droit jusqu'en bas et j'englobe un petit peu de rambarde. Voilà. C'est toujours bon ça pour les algorithmes, ils aiment bien ça, avoir des références pour faire leur travail. Donc on va voir ce que ça donne. Donc apparemment la source de réparation vient de là. Regardez, maintenant je désactive l'affichage des masques. Impeccable. Vous voyez, donc ça fonctionne vraiment très très bien et ça vous évite d'aller faire un tour dans d'autres programmes pour faire ce genre de retouches. Est-ce que tout le monde me suit toujours du point de vue image et son? Donc a priori, oui. Alors je suis désolé pour ceux qui ont des soucis, de son ou peut-être une image saccadée, hein. C'est clair que tout dépend, du réseau, de l'état du réseau montant de chez moi. Là, je passe par du 4G en up, donc j'ai du 15 mégabits en montant. Par contre, de l'autre côté, il est possible que vous n'ayez pas, ce type de débit. Donc, je rappelle encore une fois, si jamais, vous avez trop de problèmes pour, assister au webinaire en direct, hein, sachez qu'il va être publié ultérieurement sur la page YouTube de DxO et vous en serez évidemment informé. Donc voilà pour l'outil réparation, vous voyez, très efficace, très productif et surtout ce qui est appréciable dans cet outil, c'est que il ne lague pas, il n'y a pas de problème vraiment de gros problèmes de performance. Alors évidemment, si vous faites des centaines, des milliers de réparations dans une image, il va y avoir un impact sur les performances, c'est clair.
surtout que c'est du traitement paramétrique, hein, c'est-à-dire que en fait, toutes les corrections que vous faites, elles sont enregistrées, sous forme, de données, dans la base de données de Photolab. Donc c'est très très exigeant en puissance de calcul, mais là, vous voyez l'avantage, c'est, qu'on peut travailler très rapidement avec un peu d'habitude et surtout faire confiance à l'outil. Et vous voyez, l'endroit où j'ai enlevé la vedette, on ne voit rien, quoi. Une personne, vous le savez, vous le devinez parce que vous avez fait la réparation. Mais quelqu'un à qui vous allez montrer la photo n'y verra que du feu. Même chose pour le lampadaire. Qui va deviner que vous avez enlevé un lampadaire ici? À part, celui, qui fait son jogging tous les jours, sur le pont Chabandelmas et qui compte les lampadaires en passant, bien évidemment. Donc, voilà pour, l'outil, réparation et que je quitte en cliquant, sur, fermer, comme ceci. On va faire juste une comparaison avant-après. Vous voyez je clique sur le bouton là en haut, donc l'image, d'origine, prise, sous une forte pluie, ce qui explique, le manque de contraste et l'image après traitement dans Photolab et après, réparation des, poussières. Alors maintenant, on va parler, de quelque chose, de très pratique qui a été ajouté, aux réglages locaux. Comme ça me permettra aussi de vous présenter un petit peu, les outils, de retouche locale, que je n'ai fait qu'évoquer au début, du, webinaire. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas le logiciel, verront un petit peu, auront un aperçu, des, possibilités, par rapport à leur, utilisation, sachant qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été ajouté et qu'on va voir, tout de suite. Donc je retourne dans Photothèque pour aller, chercher, d'autres, images. Donc moi, j'aimerais rester, dans mon projet, tout en bas, voilà, comme ceci. Et là, je crois que j'ai quelque chose, un mot-clé qui s'appelle pas retouche, mais on reprend la dénomination officielle, de, DxO Labs qui est réglages locaux. Voilà, comme ceci. Donc voilà mes 2 photos. Je repasse dans l'onglet, personnaliser et là, je vais sélectionner, cette photo. Alors cette photo a été importée, c'est une photo, faite au drone, hein, vous en rendez compte évidemment, bien sûr. Et elle n'a pas été traitée hormis, les réglages automatiques qui sont appliqués par le programme, au début, lorsqu'on ouvre l'image dans, le logiciel et ça inclut évidemment les, corrections, optiques. Vous voyez, ça c'est l'image avant et l'image après. Alors, que peut-on faire avec, cette photo? Alors, très simple, moi je vais, tout simplement, renforcer, la texture des flots ici. Je vais peut-être, poser un filtre gradué, pour, ramener un petit peu plus de présence, du ciel et le bateau, je le trouve un petit peu trop sombre et un petit peu trop bleuté. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec, les outils appelés donc réglages locaux et avec la nouvelle sous-palette réglages locaux, qui, va apporter une nouvelle dimension parce qu'elle va vous permettre de gérer très efficacement, vos, retouches et va également vous permettre d'accéder, à, de nouvelles fonctions dont un réglage d'opacité, fort pratique et également la possibilité d'inverser les masques. Alors, on va, faire ça dans l'ordre. Tout d'abord, on active les réglages locaux, soit dans, la barre d'outils supérieure, soit tout simplement dans la sous-palette réglages locaux, donc qui se trouve désormais dans outils essentiels, hein, à partir de la version 3 de DxO Photolab. Donc vous voyez, je clique sur outils comme ceci et là je fais, maintenant un clic droit, dans, l'image et dans, le menu radial de sélection, je vais commencer par un filtre gradué. Le filtre gradué, je vais le tracer, du haut comme ça, je vais englober, le ciel et une partie de l'horizon. Une fois que, c'est fait, j'ai mon égaliseur qui va s'afficher. Alors l'égaliseur, pour ceux qui connaissent pas, DxO, Photolab, c'est tout simplement là où vous allez retrouver tous vos outils de correction et qui vont agir localement. Donc
Première section luminosité, par exemple, là, je vais réduire l'exposition. Alors, je saisis le curseur, je descends vers le bas et vous voyez automatiquement l'égaliseur disparaît pour que vous puissiez avoir une bonne vision du travail que vous êtes en train de faire, des corrections que vous êtes en train de faire. Donc, je réduis l'exposition d'environ 1 diaph. Le contraste, je ne vais pas y toucher, le micro-contraste non plus. Par contre, je vais utiliser un petit peu de Clearview, c'est-à-dire la correction, le traitement du voile atmosphérique. Ça permet toujours de récupérer des informations dans les noirs et donc forcément ça renforce le contraste et ça renforce également la saturation des couleurs. Donc vous voyez ici j'ai d'autres commandes et maintenant je vais passer dans la section couleurs et je vais simplement rendre mon ciel un peu plus chatoyant avec le curseur vibrance. Vous voyez donc j'ai mon ciel rouge qui devient un petit peu plus rouge ici au fond. Donc, j'ai créé un filtre gradué que vous voyez ici, donc il est actif, hein, vous voyez sa pastille en haut, vous voyez le masque bleu qui correspond à la zone sur laquelle il agit dans l'image, de façon dégradée, évidemment, puisque c'est un filtre gradué. Et dans la sous-palette réglages locaux, regardez maintenant, j'ai quelque chose qui s'appelle filtre gradué. Très bien, alors on va continuer, et maintenant on va créer un nouveau masque, comme ceci, heu, clic droit et là, je vais utiliser des points de contrôle pour renforcer la texture des flots. Alors je clique sur point de contrôle, je pose un premier point de contrôle ici, j'agrandis, son rayon d'efficacité comme ceci. Je vais passer là, alors là, ce sont des points de contrôle secondaires comme ceci et je vais en mettre un également ici et un là. Bon, j'essaye de le faire rapidement, donc je soigne pas, beaucoup le travail. Évidemment, je peux ajuster, le diamètre de chaque point de contrôle indépendamment et mon point de contrôle master, en fait, c'est celui, qui se trouve ici et là, ce que je vais faire, je vais retourner dans la section, luminosité et je vais renforcer, contraste comme ceci. Je vais renforcer également le micro-contraste, c'est-à-dire que je vais faire monter les détails. Vous voyez la texture dans les flots, qui a tendance à monter et ça marche également très bien avec, le curseur Clearview, plus, comme ceci. Voilà, donc là je renforce tout simplement la présence des flots. Donc voilà, très bien. Et maintenant, j'avais dit que je m'occuperais de mon bateau. Alors je vais créer un nouveau masque, clic droit, et là je prends, alors nouveau masque, hein, je peux aussi cliquer ici, hein, dans le menu radial, hein, évidemment. Je prends le pinceau, tout simplement. Alors on retrouve, heu, cette petite fenêtre, ici flottante, familière avec, quand même quelques différences au niveau des curseurs, hein. Donc vous retrouvez taille, contour progressif et également le flux et l'opacité. Le flux, c'est tout simplement en fait la quantité de peinture qu'on va déposer et opacité, permet de jouer sur la transparence de la correction. Alors moi, je vais faire quelque chose de très simple. Regardez, je vais peindre sur, mon bateau comme ceci. Voilà, je fais vraiment très rapidement, très grossièrement. Voilà, évidemment, si vous utilisez le pinceau automatique, il va détecter les contours et vous ne déborderez pas. De toute façon, vous avez la possibilité d'utiliser l'outil gomme pour réparer tous les débordements. Donc voilà pour, j'ai masqué le bateau et maintenant avec mon égaliseur, je vais tout simplement donc l'éclaircir un peu et même beaucoup. Je vais exagérer la correction et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Et dans la section couleurs, je vais prendre mon curseur de température de couleur, donc de balance des blancs, et je vais le monter vers le haut pour réchauffer la couleur du bateau. Alors c'est pas très joli, mais c'est simplement pour la démonstration. Alors, si je retourne maintenant dans ma, sous-palette, réglages locaux, à droite, donc, on voit que j'ai, mes 3 masques qui sont présentés sous forme de liste et quand je passe le pointeur de la souris, dans cette liste, vous voyez, j'active les masques. Là, je suis sur filtre gradué, donc, j'ai mon, filtre gradué, qui est activé en haut, donc je clique dessus. Mes points de contrôle qui sont activés ou alors, mon, pinceau. Voilà, comme ceci. Comme j'ai sélectionné mon pinceau, je trouve que ma correction là, elle est un petit peu exagérée.
Il n'y a pas de problème, je prends ce curseur opacité et regardez, au lieu de recommencer le travail dans l'égaliseur, soit de reprendre à 0, soit de modifier mes ajustements, je regarde déjà ce que je peux faire avec mon curseur opacité, comme ceci, vous voyez, en fait, je réduis l'intensité de la correction que je viens de faire pour revenir à des valeurs plus raisonnables. Donc ça, c'était à l'origine, ça c'était ma correction de cochon et avec le curseur opacité, eh ben, je peux revenir à des valeurs, à un aspect plus raisonnable. Vous voyez, le gain de temps et de productivité que vous pouvez, avoir avec ça. Alors bien évidemment, si, un masque ne vous convient pas du tout et que pour une raison ou pour une autre, vous avez envie de recommencer le travail à zéro, ben, c'est très simple, vous pouvez supprimer dans la sous-palette réglages locaux, vous pouvez supprimer, le masque qui ne vous convient pas. Donc ici, je sélectionne pinceau et je clique sur la corbeille et au revoir donc mon masque de pinceau. Pour les points de contrôle ou le filtre gradué qui reste, hein, je vous montre également à quoi sert le bouton avec l'œil. Donc quand je passe la souris dessus, on voit mes points de contrôle et sinon je peux désactiver également temporairement un masque avec le bouton, avec l'œil barré qui se trouve en bas. Vous voyez donc c'est très facile également de faire un on-off pour comparer l'image avant et après correction. Alors il reste un petit bouton, celui-ci. Alors très rapidement, je passe à une autre image. Voilà, comme ceci. C'est l'inversion de masque. Alors vous voyez cette image, j'aimerais renforcer la texture et la couleur des flots de la Gironde, hein, qui sont toujours de cette couleur d'ailleurs. Et évidemment, j'ai plusieurs solutions. Donc, je peux tirer un filtre gradué à gauche, un autre à droite, un autre du bas, ou alors je peux poser des points de contrôle tout autour, des points de contrôle qui vont être chaînés, ou alors prendre mon pinceau et m'amuser à peinturlurer autour et ensuite de faire mes réglages. Alors regardez, il y a encore plus simple. Là, je vais peindre sur le bateau, tout simplement. Donc, c'est un nouveau masque, hein. Donc, regardez, je peins sur le bateau. Je fais pareil, hein, rapidement parce que le chronomètre, défile à toute vitesse. Voilà et là, regardez maintenant, donc l'égaliseur s'est affiché, mais avant de faire des corrections, regardez ce que je vais faire. Je retourne dans la sous-palette réglages locaux, je clique sur le bouton inverser le masque. Vous allez me dire: «Oui, mais que s'est-il passé? On ne voit rien à l'écran». Regardez maintenant, je place le pointeur de la souris dans l'image et regardez, avant ce qui était le masque uniquement sur le bateau est devenu le masque de tout ce qu'il y a autour du bateau et à partir de là, je vais pouvoir donc renforcer, la couleur, des flots et également, leur présence avec le micro-contraste et le bien aimé, Clearview, Plus pour obtenir cet effet très facilement, très rapidement. Donc vous avez compris l'astuce, donc l'inversion de masque. Donc voilà pour la palette des réglages locaux qui est une aide dans votre gestion de retouches locales avec les différents masques que vous pouvez afficher, masquer et également la possibilité de jouer sur l'opacité pour atténuer l'intensité d'une correction et également l'inversion de masque. Eh bien, maintenant, nous allons parler de l'autre grande nouveauté de DxO Photolab 3, c'est tout simplement le nouvel outil TSL, teinte saturation luminance, pour traiter de manière sélective les couleurs. Alors pour cela, je retourne dans la photothèque et je dois bien avoir un mot-clé TSL qui doit traîner, certainement. Vous voyez, TSL, bah oui, formidable. Regardez, voilà. Donc pas d'improvisation, vous voyez, je retrouve mes images à coup sûr. Voilà la photo, je vais peut-être la réinitialiser. Donc la photo telle qu'elle a été ouverte dans DxO Photolab avec l'application de l'autoréglage des corrections de base, plus les corrections optiques bien évidemment. Alors moi cette photo, bon elle me plaît bien, elle est peut-être un peu trop centrée, les hélices ne sont peut-être pas
assez flou, peu importe. Moi, ce que j'aimerais, c'est, lui redonner un petit peu plus de pêche, du point de vue, des couleurs. Alors avant, d'attaquer, ce travail, j'aimerais vous demander si au niveau, son et image, ça suit toujours. Parfait, on continue. Alors moi, dans cette image, ce que j'aimerais faire, par exemple, c'est, retrouver un petit peu de bleu du ciel à la place de ce pardon, de ce gris bleu plombé. J'aimerais, donner également un petit peu plus de pêche, au rouge et au jaune du canadair. Alors comment, faire ça? Alors c'est très simple, vous avez un outil, merveilleux, une nouveauté, la grande nouveauté de DxO Photolab 3, c'est le nouvel outil, teinte saturation, luminance et ça, DxO, Color Wheel, qui va vous permettre d'agir vraiment de manière très sélective, sur les couleurs avec beaucoup de précision, beaucoup d'efficacité et avec un peu, d'entraînement et d'habitude, vous verrez que vous ferez des corrections, extrêmement pointues, précises et très, rapidement. Alors, je vous présente la palette TSL qui se trouve, enfin la sous-palette TSL qui se trouve dans la palette couleurs, bien évidemment. Et on a un certain nombre de pastilles ici qui représentent des canaux de couleurs. Donc, par rapport aux anciennes versions, du programme, on a beaucoup plus de canaux et la pastille blanche représente en fait le canal, global et on a un canal rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet et magenta. Et en dessous, on a des curseurs qui sont à 0 par défaut, donc un curseur saturation, dont les algorithmes ont été entièrement refondus par rapport aux anciennes versions de Photolab et même d'Optix Pro. On a un curseur luminance et un curseur uniformité. Alors le curseur uniformité, je vous le présenterai plus en détail dans la session sur les portraits le 14 novembre, parce qu'en fait, il permet vraiment d'égaliser les teintes de peau, les variations de teintes dans la peau notamment, et c'est extrêmement efficace. C'est subtil, mais c'est très efficace. Mais là, ici, dans le cas de cette image, il ne va pas me servir. Donc, je vais d'abord vous montrer comment fonctionne la DxO Color Wheel. Alors, je vais activer l'outil, je clique donc le canal global. Et donc là, j'ai ma roue. En fait, il y a deux roues. Il y a une poignée ici à droite qui permet de la déplacer. On a la roue intérieure, la roue chromatique intérieure et la roue chromatique extérieure. Alors, le principe de fonctionnement, c'est que la roue chromatique intérieure représente les couleurs sources. La roue extérieure représente les couleurs cibles. Alors pour l'instant, les couleurs sont alignées et la lecture se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ici, on a des verts face à des verts, on a du rouge face à du rouge, du bleu face à du bleu, etc. Donc maintenant, avec le canal global sélectionné, regardez ce qui se passe quand je saisis la poignée et que je déplace la roue chromatique extérieure, comme ceci. Vous voyez, mon canadair devient vert fluo. Regardez la roue, en fait, les jaunes sources de la source, donc la roue intérieure, sont ici, vous voyez, et ils se retrouvent face à la plage verte de la roue extérieure, c'est-à-dire la couleur cible. Est-ce que vous avez compris l'astuce? Par exemple, ici, j'ai les rouges, donc des rouges de la source qui sont face à des oranges de des oranges de la teinte cible. Voilà, je vais m'y retrouver. Alors regardez, je vais continuer à me déplacer comme ceci. Vous voyez, donc observer, c'est un bon truc pour apprendre le fonctionnement. Observer le fonctionnement tout simplement en comparant les couleurs. Donc ici, le jaune de la source maintenant se retrouve face à du violet, ce qu'on peut constater dans l'image, et ainsi de suite. On va réinitialiser comme ceci. Donc voilà pour le principe de fonctionnement. Et ça va marcher également canal par canal. Alors, je vais utiliser tout simplement un exemple concret pour vous montrer comment ça fonctionne, hein. C'est le plus simple pour comprendre. Donc c'est vraiment le genre d'outil, il faut vraiment s'en servir pour saisir toute sa finesse, toute sa subtilité et surtout son efficacité. Donc là, j'aimerais dans un premier temps corriger mon ciel bleu.
très bien. Alors évidemment, je vais sélectionner quoi? Je vais sélectionner mon canal bleu. Donc je clique dessus et le cercle blanc autour indique le canal qui a été sélectionné. Et regardez maintenant ma DxO Color Wheel. Donc la roue intérieure, c'est-à-dire la source, on a une plage bleue ici, enfin qui s'étend du bleu clair jusqu'à quasiment du magenta. Et on a également une portion de roue extérieure, donc la couleur cible, avec des extrémités qui se dégradent ici. En fait, ce dégradé, on va tout simplement pouvoir l'ajuster avec ces petites poignées ici, les poignées extérieures. Vous voyez, si je ramène cette poignée vers l'intérieur comme ceci, et celle-ci vers l'intérieur, on voit que la portion de roue extérieure devient beaucoup plus abrupte. En fait, avec ça, on règle la transition d'une teinte ou de teinte vers d'autres teintes. Vous voyez, donc ici, si je retourne vers mes verts, ici, cyan et vert, donc j'étends en fait la transition. La transition devient de plus en plus douce. Vous voyez, pareil de l'autre côté. Et si je prends ma poignée comme ceci de la roue extérieure, regardez ce qui se passe. Vous voyez? Ici, donc roue intérieure, on a la plage de couleur source, c'est-à-dire le bleu. Et si j'ai envie d'avoir un ciel de cette couleur, je déplace la roue extérieure, je m'aligne face au vert, donc la roue extérieure prend la couleur verte, le curseur saturation et luminance prennent la couleur verte, et là mon ciel bleu devient vert tout simplement parce que c'est la couleur cible. Donc voilà pour le principe de fonctionnement. Et si je prends la zone intérieure, vous voyez, voilà, comme ceci. Donc là, je modifie également mes couleurs, et on peut voir que la pastille du canal prend également la teinte qu'on retrouve ici dans la DxO Color Wheel. Alors pour remettre tout ça à zéro, on clique sur la flèche courbe ici, comme ceci. On va revenir donc à notre disposition et à notre ciel bleu. Alors une petite astuce, euh, utilisez d'abord le curseur saturation. Vous prenez le curseur saturation, vous le balayez comme ça de la gauche vers la droite. Donc vers la gauche, évidemment, vous voyez qu'on perd de l'information dans les bleus, donc le ciel devient gris, et vous pouvez constater que le reste de l'avion, lui, ne change pas. Et saturation à fond vers la droite, là on pousse la saturation des bleus, évidemment, et là, même chose, les jaunes et les rouges ne bougent pas. Vous allez me dire, oui, mais le logo ici, il y a du bleu dedans. Et bien ça, vous pouvez le protéger, si vous voulez, en ajustant les poignées de transition, mais également l'étendue de la plage des bleus. Alors ça, c'est les poignées dont je ne vous ai pas encore parlé. Vous voyez ici, vous réduisez en fait la plage des bleus pour ne travailler par exemple que sur le bleu du ciel et ne pas altérer le bleu qu'il y a dans le logo ici de la sécurité civile. Donc c'est à ça que servent les poignées intérieures. Donc en fait, vous jonglez avec la transition et l'étendue de la plage. Alors je vais revenir un petit peu en arrière avec la saturation. En fait, ce que je vais faire, je vais revenir à zéro. Et parce que j'ai oublié de vous dire qu'avec la poignée extérieure, évidemment, vous allez modifier votre couleur. Donc, vous avez une couleur bleue. Si je vais vers le bas, donc mon bleu prend une dominante magenta. Si je vais vers le haut, donc vers les zones cyan et vertes de la roue intérieure, vous voyez, comme ceci, petit à petit, mon ciel prend la même teinte. Alors ici, je veux garder un bleu assez profond, donc je ne vais pas faire beaucoup de variations avec la poignée extérieure. Donc en fait, cette poignée extérieure, elle remplace tout simplement le curseur teinte que vous aviez dans les anciennes versions de Photolab, mais cette fois ça travaille avec beaucoup plus de précision, et surtout les algorithmes protègent très bien les couleurs et vous évitent de tomber dans le piège de l'écrêtage des couleurs. Donc j'ajuste ma saturation, mon bleu comme ça, voilà, j'ajuste sa teinte éventuellement, plus vers le magenta ou revenir vers le bleu, et je prends mon curseur luminance. Regardez, je réduis la luminosité de mon bleu en fait. Je pousse un peu la saturation, je réduis encore un petit peu ici, et voilà le bleu que j'obtiens avec l'outil TSL, avec la DxO Color Wheel. Vous voyez, si j'éteins le panneau avec le petit bouton, donc je fais un avant-après, hein, donc la différence est quand même
spectaculaire et en fait, ça a l'air d'être long parce que je vous donne beaucoup d'explications, mais quand vous travaillerez sur vos propres photos, ça prendra que quelques secondes et maintenant on veut, traiter, modifier les rouges, très bien. On, clique sur le canal rouge. Alors, vous voyez ici que le canal bleu est toujours actif. On a un petit point, blanc en dessous qui indique que le canal bleu a été modifié. Donc maintenant je passe dans, les rouges, donc là je me retrouve dans la plage, des rouges et j'aimerais, des rouges qui soient un petit peu plus, orange. Alors donc je vais, vers le haut comme ceci, voilà et puis là, une fois de plus, je peux jouer sur la saturation, et augmenter la luminosité, de mes rouges ou, la réduire, hein. Vous voyez que vous avez vraiment, beaucoup de contrôle et que c'est vraiment, très, très sélectif et très fin comme outil et dernière chose, j'ai envie de modifier, le jaune du canadair. Donc je clique sur le canal jaune comme ceci, donc là j'ai une plage qui est beaucoup plus restreinte, dans, la roue, chromatique. Moi j'aimerais un jaune qui tire un peu plus sur le citron, donc forcément je vais déplacer la roue extérieure plutôt vers, les verts comme ceci, voilà et là ensuite je prends, pareil curseur saturation, vous voyez je donne un petit côté un peu flashy à mon avion, mais c'est juste pour la démonstration et j'augmente la luminosité, de mes jaunes. Donc voilà, l'image, heu, traitée, donc les couleurs de l'image, les plages de couleurs, traitées. Vous voyez, donc vous avez, une grande précision, une grande latitude de correction. Vous voyez, ça, c'est l'image avant et l'image après. Alors évidemment, on aime ou on n'aime pas, mais c'est, simplement pour vous montrer, comment, l'outil, fonctionne et je rappelle que le curseur uniformité, lui, sera abordé quand on parlera, des, portraits, le, 14, novembre. Donc voilà pour, l'outil, TSL donc gros changement, au niveau, de l'onglet, personnalisé de DxO, Photolab, il était, effectivement temps, d'améliorer, les outils, TSL, l'outil TSL de Photolab. Alors ça vient d'être fait de manière assez, spectaculaire et efficace par les développeurs de chez, DxO, qui ont, planché pendant pas mal de temps, sur, l'ergonomie, sur l'interface utilisateur, mais également sur les algorithmes. Donc tout ce qui est algorithme de saturation, ce ne sont plus, les mêmes que les anciennes versions de Photolab, voire, d'Optix Pro. Alors attention, l'onglet saturation et les algorithmes qui l'accompagnent ici, ne sont pas, les mêmes que dans, la sous-palette, accentuation des couleurs, hein, où il y a également un curseur saturation, mais là les algorithmes ne sont pas les mêmes que l'outil, TSL. Donc, voilà pour, DxO, Photolab, 3, que puis-je dire? On arrive à 20 h quand même, hein. Je pensais pas, tenir, jusqu'au bout, je pensais finir même 10 minutes, 15 minutes avant, pour les questions. Alors on va faire, des heures supplémentaires, enfin des heures, quelques minutes supplémentaires pour prendre, les questions. Pour ceux qui connaissent pas, DxO, Photolab, donc sachez que dans, l'édition, élite, vous avez également la possibilité, d'exporter, vos images simultanément vers plusieurs dossiers dans plusieurs, formats. Vous avez également la technologie, DxO, Prime heu, qui permet de corriger le bruit, de manière spectaculaire, sans perdre, de qualité au niveau des couleurs et surtout sans perdre de qualité au niveau, des détails. On a le smart lighting qui permet, d'ajuster l'exposition de manière, très précise et très, intelligente. Donc il y a tout un tas de technologies qui sont exclusives à Photolab, 3, ou à Photolab en général et c'est la philosophie de DxO, dont, le but d'abord, c'est, de, produire, des images de la plus grande qualité, possible et ne pas aller dans des directions qui ont été optées, par, d'autres, produits concurrents, qui permettent notamment, comme on le disait très bien dans les présentations, presse, d'autres produits qui optent pour, le remplacement du ciel et des choses comme ça. C'est pas le corps de métier, de DxO. DxO, c'est vraiment la qualité d'image avant tout et le logiciel, va continuer à avancer dans ce sens. Alors, juste avant de prendre vos, questions, sachez que toutes les nouveautés que je viens de vous montrer ici, c'est-à-dire les mots-clés,
les améliorations de l'outil réparation, la sous-palette des réglages locaux et le nouvel outil teinte saturation luminance sont disponibles à la fois dans la version essentielle, c'est-à-dire la version de base de Photolab, et dans la version élite du programme. Sachez que vous disposez d'une version d'essai de 30 jours et qu'il y a également des promotions euh, valables jusqu'au 24 novembre inclus. Donc, avec l'édition essentielle qui est à 99,99 € au lieu de 129. L'édition élite est à 149,99 au lieu de 199. Et vous avez également des tarifs de mise à jour, donc à partir de 49,99 € hein, si vous avez une ancienne version de Photolab ou d'Optix Pro. Et si vous avez opté pour le package NIC Collection 2 qui inclut DxO Photolab 2, vous avez également la possibilité de passer à Photolab 3 moyennant une petite somme de mise à jour. Donc voilà pour DxO Photolab 3. Merci de m'avoir écouté et je vais rester avec vous encore 5-10 minutes pour répondre aux questions. Merci et bonne soirée. Alors maintenant pour les questions. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la roue TSL avec un réglage local? Alors, dans l'état actuel des choses, non. Voilà, comme ça au moins la réponse est claire. Ensuite, alors je prends les questions dans l'ordre, hein. On parle souvent de base de données dans le produit. Où se trouve-t-elle? Y a-t-il des recommandations pour ces sauvegardes et éventuelles réparations? Alors oui, il y a une routine de sauvegarde et l'accès à la base de données, si vous voyez toujours mon écran, que je ne dise pas de bêtises, il faut aller dans les préférences, comme ceci, et dans avancer, je crois. Alors attendez, il y a un endroit, effectivement, alors une question qui me désarçonne un petit peu, traitement. Alors ce que je vous suggère, c'est de vous référer au guide utilisateur, dont je suis le rédacteur, mais je ne me rappelle pas de tout par cœur. Vous m'en excuserez, mais effectivement, il y a un chemin d'accès et on peut restaurer, sauvegarder la base de données de Photolab. Alors, ensuite, question suivante. Peut-on, avec le TSL, choisir une zone dans l'image, choix d'un masque ou autre? Bah oui, écoutez, on vient de le faire, hein. Vous travaillez par canaux de couleurs et ensuite vous pouvez peaufiner en jouant sur, je retourne dans la palette TSL, hein, on peut peaufiner en jouant sur les poignées intérieures ici qui déterminent la plage de couleurs et les poignées extérieures qui, elles, déterminent la gradation en fait de la plage de couleurs. Évidemment, avec la roue extérieure, vous allez pouvoir vous déplacer pour choisir une autre couleur. Et évidemment, vous pouvez également ajuster en déplaçant la plage de couleurs ici à l'intérieur. Est-ce que TSL peut être appelé dans un masque? Donc pour l'instant il n'y a pas de lien avec la retouche locale. Est-ce que ça arrivera un jour ça, mystère, c'est effectivement, je sais que c'est très demandé, mais je ne suis pas en mesure, ce soir de vous donner une réponse. Alors si jamais il y a des fonctionnalités que vous souhaitez, voir, hein, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de DxO et de faire des suggestions, hein. Ils lisent tout évidemment, il y a un forum, donc tout est noté et ensuite je suppose qu'il y a des classements par ordre de priorité, de possibilités techniques et cetera et cetera. Alors, ensuite, donc, peut-on copier-coller les réglages TSL sur une série de photos? Alors là, non. Par contre, vu la finesse de la correction, ça me paraît pas être une bonne idée à cause des variations d'une image à l'autre. Mais néanmoins, si vous maîtrisez parfaitement tout ça, effectivement, vous pouvez au moins en tout cas créer un autoréglage qui va tenir compte de toute façon de tous les outils que vous utilisez dans Photolab. Alors question,
sur la, pipette pour déterminer la couleur exacte, de départ, je pense que les gens de DxO en sont parfaitement conscients. Maintenant, n'hésitez pas à aller leur poser la question, à demander, à réclamer, une pipette pour l'outil, TSL. Ensuite, peut-on voir l'intégralité de la vidéo? Oui, la vidéo est de toute façon enregistrée et sera, publiée ultérieurement. Ensuite, alors les histoires de compatibilité de modules optiques, et cetera, c'est pas trop le thème du soir, mais voilà, donc problème avec des coupes boîtier objectifs Sony, moi je vous propose peut-être n'hésitez pas non plus à contacter le support si vous avez des petits soucis, hein, le support de DxO a quand même la réputation d'être particulièrement réactif et efficace. Donc moi, si je peux pas vous donner une réponse pour un problème comme ça, n'hésitez pas à les contacter. Je veux dire, l'achat de la licence vous donne le droit au support du produit que vous achetez. Alors ensuite, Photolab 3 avec la mise à jour de Catalina, ben, vous avez vu pendant 1 heure, toute la soirée, Photolab 3 tourné avec Catalina. Alors les mots-clés, sous Windows, oui, je sais, il y a un petit, décalage, à ce niveau-là entre la version PC, et Mac et je pense que ce sera réglé à la prochaine, mise à jour, qui devrait avoir lieu, bah, traditionnellement au mois de décembre, donc un petit peu de patience. Alors le watermark, même chose, réclamer, réclamer, réclamer. Hem, ensuite, est-ce que les modifications sont intégrées à l'image ou sont-ils placées dans un sidecar? Les modifications sont toujours enregistrées dans la base de données, de Photolab et également dans un fichier sidecar pour les fichiers RAW, donc un fichier .dop. Alors ensuite, donc les réparations, oui, on peut transférer les réparations d'une image à l'autre. L'outil TSL, donc la question de la pipette qui revient. L'espace colorimétrique à l'export, pour améliorer, bon, demander une amélioration, oui, je veux bien, mais il faut un exemple concret, des comparaisons qu'on puisse voir exactement de quoi, heu, de quoi vous parlez. Alors possesseur de Photolab 1, je charge le 3 et le programme. Voilà, d'accord, bah, merci. Heu, très belle évolution. Dans l'outil réparation, y a-t-il un outil pour passer l'image en négatif et voir tous les défauts à corriger? Non, non. Même chose, ce genre de fonctionnalité, vous pouvez, la réclamer auprès, des gens, de DxO. Hem, Photolab 3 peut-il réparer des multiples traces d'avions et de satellites, en astrophotographie? Alors, je ne sais pas trop, de quoi vous voulez parler, mais quoi qu'il en soit, ce ne sera pas fait automatiquement. Il faudra bien le faire, à la main. Alors ensuite, toutes les questions pour, l'avenir, je ne sais pas, notion de collection dans la photothèque, bah, elle existe déjà, notion de collection dans la photothèque, c'est les projets et si vous désirez voir, ces projets, se développer dans leur souplesse, dans leurs possibilités, même chose, réclamer, 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 mais sachez que les gens de DxO sont parfaitement conscients, des manques ou de ce que demandent les utilisateurs. Ils sont vraiment, très à l'écoute, même s'ils ne vous répondent pas toujours directement, sachez qu'ils sont à l'écoute et c'est de toute façon dans leur intérêt d'un strict point de vue technique et commercial. Donc voilà pour les questions, on a fait le tour. Merci également pour votre participation. Vous avez été très nombreux ce soir. Je crois qu'on a eu des pointes jusqu'à plus de 400 personnes. Je suis vraiment très heureux et je vous donne rendez-vous euh, pour le prochain webinaire qui aura lieu, que je vous donne exactement la date et l'heure. Alors juste un petit moment. Donc prochain webinaire le 29, le 29, non, on est le 29 octobre. Donc le prochain webinaire, je vais vous dire exactement, je vais vous donner les dates exactes. Voilà, je me connecte sur la page. Vous pouvez aller dans le menu aide du logiciel et sélectionner DxO Academy. Et là,
vous pouvez sélectionner la page DxO Academy et là, dans DxO Academy, vous verrez la liste de tous les tutoriels qui existent déjà et également les tutoriels à venir. Donc, j'essaye juste de faire un peu de place au niveau de mon écran pour vous donner les dates exactes si vous avez un petit peu de patience. Alors écoutez, je trouve pas, mais allez sur la page de la DxO Academy et fouillez, et là vous trouverez la liste des webinaires. Donc il y aura un webinaire sur le traitement des couleurs plus en détail avec l'outil TSL. Ça, ce sera la semaine prochaine, donc le 4 novembre. Voilà, donc le mardi 4 novembre au soir et à la même heure. Ensuite, le 14 novembre, il y aura un webinaire spécial traitement de portraits, toujours avec Photolab, et je pense qu'on pourra s'étendre vers d'autres outils comme la Nik Collection. Et ensuite, à la fin du mois de novembre, on abordera le flux de travail de DxO Photolab 3 avec Lightroom et Photoshop. Voilà, merci pour votre participation et je vous dis à très bientôt.